Bienvenue, cette nouvelle vidéo hebdomadaire, on va faire un point sur pas mal de choses. Évidemment, la paix en Ukraine éventuelle que Trump propose. On va faire le point également sur un truc qu'on oublie, je pense, c'est le plafond de la dette. Je vais vous expliquer ça. Un autre chose sur les ETF. Je trouve qu'il y a des choses intéressantes qui sont en train de se passer actuellement. Après, on va faire un petit point immobilier également. Et on va dire richesse du consommateur. Et tout ça dans l'idée, voilà, de se dire, OK, comment on projette les choses, où il faut investir, comment on suit les choses. De toute façon, si vous suivez ces vidéos depuis un petit moment, vous voyez que les hypothèses de travail commencent à bien se projeter. Alors on commence. Alors la paix en Ukraine, la proposition de paix en Ukraine de Trump, j'ai pas envie de trop y revenir parce qu'honnêtement c'est un truc mi-figue mi-raisin qui convient à personne. Alors, ça convient aux combattants, c'est le premier point, c'est-à-dire qu'on arrête de se tuer, mais en fait, je pense que ça fait que repousser le problème. Créer une paix, pour moi, qui serait un petit peu alambiquée et peu durable, avec une espèce de sentiment de vengeance quand même de la part des Ukrainiens que je ressens déjà aujourd'hui. On va passer donc à un autre sujet qui est le sujet du plafond de la dette. Plafond de la dette, c'est un truc qu'on a oublié, mais il existe toujours. Et aujourd'hui, le gouvernement américain, malgré Musk, malgré tout un tas d'économies, continue de s'endetter massivement. Et on arrive à ce plafond de la dette. Il faut savoir que Trump, alors actuellement on voit que médiatiquement, il est partout et on a l'impression, si vous voulez, que tout le monde l'adoube. Mais il a quand même au sein de son propre parti, pas mal de gens qui sont contre lui. Donc sur ce plafond de la dette, c'est ce qui peut ressortir également, parce qu'il faut voter le plafond de la dette, et je suis le premier à dire que le plafond de la dette, c'est pas un problème, on vote toujours le truc. Par contre, là, il y a un jeu politique. C'est-à-dire que ce soit les démocrates ou que ce soit les républicains qui sont un petit peu anti-Trump, ils peuvent éventuellement mettre des bâtons dans les roues. Mais ce qu'il faut bien prendre en compte, si vous voulez, c'est que quand on met des bâtons dans les roues et qu'on repousse le truc, entre guillemets, c'est pas bien grave, on ne fait pas de défaut sur la dette, on évite de payer quelques administrateurs, etc. Mais si vous voulez, in fine, c'est toujours signé. Mais là, ce qu'il faut bien se voir, c'est un petit peu sur les repo rates et sur le Trésor américain, les ressources qu'il a. Et le fait que Yellen, il y a un mois, avait justement dit que le Trésor américain prenait les choses en main, si vous voulez, pour pouvoir financer les trucs. Or, j'ai pas le chart ici, j'ai pas réussi à le retrouver, mais j'avais regardé ça déjà il y a un mois, et c'est ce qui avait poussé l'écriture de mon article. Or, si vous voulez, les réserves du Trésor américain s'amenuisent énormément. Alors, c'est pas bien grave dans le sujet, si vous voulez, le plafond de la dette sera signé et compagnie, mais ce qu'il faut surtout voir, c'est que le Trésor américain, une fois que le plafond de la dette aura été rehaussé, il va devoir, d'une certaine manière, si vous voulez, renflouer les caisses. Et pour renflouer les caisses, il n'y a pas 36 000 manières, si vous voulez, on ne peut pas mettre de l'argent sur les marchés, alors que là, on met de l'argent sur les marchés. Pour renflouer les caisses, justement, il faut retirer, il faut faire du quantitative tightening. Donc, c'est pas des montants qui sont colossaux, si vous voulez, mais c'est quelque chose qui peut justement retirer quelques flux au marché. Et justement, les flux, parlons-en. Regardez un petit peu la hausse du retail. Alors, retail, c'est vous, c'est moi, on va dire, les particuliers. Regardez un petit peu les rentrées massives que l'on a depuis la fin de l'année. Et ce début d'année, en gros, sur tous les dips de Nvidia, à chaque fois, vous avez des rentrées massives du retail. Alors, ils rentrent sur les actions en direct, mais ils rentrent aussi massivement sur les ETF. Et les ETF, si vous voulez, c'est toujours pareil, ça me fait bien rire quand les gens nous expliquent que les ETF, c'est des stratégies passives. Les ETF, ce n'est pas des stratégies passives, vous investissez dans des indices boursiers. Et les indices boursiers, ils ne sont pas passifs. C'est-à-dire qu'ils vont pondérer les actions qui marchent bien, c'est-à-dire vous avez une stratégie qui est momentum. C'est-à-dire que vous concentrez ce qui fonctionne et vous rédigez ce qui ne concentre pas. Ce qui est, pour moi, la meilleure stratégie du monde. C'est ce qu'on cherche à faire en tant que particulier également dans la sélectivité des actions. On essaye d'aller là où ça fonctionne, là où est l'action. Il y a une problématique à ça, c'est que évidemment les ETF donc en fait renforcent cette stratégie et le fait que cette stratégie fonctionne, mais renforcent donc la concentration. Tout ça, ça marche bien si vous voulez, jusqu'au moment où vous avez plus de pognon dans les poches. C'est-à-dire, à un moment donné, si vous voulez, il n'y a plus suffisamment de pognon et vous pouvez pas, les ETF ne peuvent pas repondérer, si vous voulez, les actions. Et à partir de ce moment-là, en fait, personne ne sait quand, mais on sait très bien que cette prophétie autoréalisatrice et ce cercle vertueux peut aussi devenir l'inverse. C'est un cercle vicieux, c'est-à-dire où à un moment donné, s'il y a des retraits d'argent et non plus des rentrées d'argent sur les ETF,
eh ben, le marché va être bête et méchant, si vous voulez. Il va d'abord dégommer les trucs qui sont les plus fortement pondérés. Les trucs qui seront les moins pondérés résisteront mieux. Mais du coup, forcément, comme vos marchés ont été concentrés pendant des années, et plus ça continuera de durer, ce truc, ce phénomène, plus à un moment donné, il faudra s'attendre au retour de bâton. C'est ce que je vous dis, en fait, le risque, pas finalement, c'est pas la baisse en tant que telle ou le marché baissier, c'est la volatilité que l'on peut subir. Ce que l'on voit également, c'est qu'en gros, maintenant, la mode, c'est plus de dire j'ai un fonds, c'est de dire j'ai un ETF, même s'il est géré de manière active. Donc on voit, vous voyez en fait, beaucoup de personnes qui retirent l'argent de leurs fonds qui sont activement gérés, c'est-à-dire ben, on est dans la sélection des actions, et qui vont acheter des ETF. Et les ETF peuvent être passifs, entre guillemets, ils ne le sont pas, parce que les indices, si vous voulez, ben, ils vont pondérer ce qui fonctionne et sous-pondérer ce qui ne fonctionne pas, donc c'est quand même vivant. Et puis en plus, on va virer des fois des mauvaises actions pour faire entrer des nouvelles. Donc il y a quand même de la gestion active d'une certaine manière, même si ça peut paraître transparent pour certaines personnes, ça reste quand même de la gestion active. On ne garde pas les mêmes actions sur la même pondération pendant tout le temps. Alors après, il y a certains trackers qui peuvent le faire, certains ETF qui peuvent le proposer, mais c'est pas la mission première. Par contre, regardez en bleu ici, ce qui est en train de bien grimper depuis quelques années, c'est les ETF actifs. C'est tous les ETF avec effet de levier, et c'est tous les gestionnaires de fonds qui ont bien compris que d'un point de vue marketing, ils ne réussiraient pas à attirer les gens en vendant un fonds de gestion, mais en vendant un ETF qui est actif. Donc c'est-à-dire ils font exactement la même chose, ils prennent des frais qui sont potentiellement moindres, voire pas que, mais en fait ils se rémunèrent sur le spread également qui est donné. Parce qu'en règle générale, ces fonds, c'est des fonds actifs où le market maker, ben, c'est le gestionnaire lui-même, si vous voulez, qui va le proposer. Et à partir de ce moment-là, et c'est lui qui est dans le marché. Et c'est pas des trucs qui sont super capitalisés. Donc vous avez nécessairement besoin du market maker pour acheter et pour vendre. Et il se met toujours à un écart type. Et en fait, vous récupérez le spread là-dessus. Donc faites toujours attention également. Vous avez beaucoup d'ETF voilà, que vous ne payez pas grand-chose. Mais faites attention dans les spreads entre l'acheteur et le vendeur dans le carnet d'ordre. Ben, c'est à considérer comme des frais. Donc c'est pas négligeable. Après, évidemment, si vous êtes long terme, que vous achetez one shot et que vous n'avez pas le but de revendre à l'avenir, ça ne vous impacte pas. Ça vous impacte pas réellement. Mais pour tous les gens qui font en mode DCA, ce spread, c'est quand même quelque chose d'important à bien regarder. Je vois que tout le monde ne se focus que sur il n'y a pas de frais, il n'y a pas de frais, il n'y a pas de frais. Ouais, et souvent, les frais, ils sont cachés, ils sont dans le spread. Donc il faut bien l'intégrer, surtout si on est en mode investissement récurrent. Euh, donc voilà, donc moi ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est les fonds actifs. Donc on voit tous ces gestionnaires de fonds qui disent je ne peux plus vendre mon fonds d'un point de vue marketing, je vends un ETF. Mais c'est exactement la même chose. Donc en gros, tout devient ETF. Parce que même toutes les stratégies qu'on pouvait avoir avec des effets de levier, etc., aujourd'hui, c'est via des ETF. Donc mis à part les futurs, si vous voulez, qui reste encore un marché colossal, ce que l'on voit, c'est que même au niveau des varants, même au niveau des turbos, qui étaient entre guillemets les approches les stratégies de prédilection, mais même au niveau des options, on a de plus en plus d'ETF ben, qui vont intégrer ça et qui vont répondre à ça. Et vous avez même des ETF qui sont des produits structurés. C'est-à-dire, on vous propose un ETF et on vous dit, si la bourse monte de 30%, vous en accaparez que 15, mais si elle baisse de 20, vous ne perdez rien. Vous avez une garantie du capital. Voilà, ça, c'est des produits structurés. Évidemment, tout ça, c'est calculé par des mathsup, mathsp qui font en sorte que le casino, hein, c'est comme, est gagnant dans le maximum des probabilités. Donc ça aussi, voilà, vous devez bien intégrer ce genre de choses-là. Ça ne veut pas dire que les produits sont mauvais, etc. Mais demain, en gros, tout est ETF. Mais ce que l'on voit bien, c'est que ça devient la jungle. J'avais fait une vidéo là-dessus. Ça devient la jungle et en fait, vous avez de plus en plus, là où à la base on n'avait que nécessairement quelques ETF passifs, entre guillemets, indiciels, qui étaient nécessaires pour vraiment une stratégie, entre guillemets, passive et simple, aujourd'hui, c'est la jungle, vous avez beaucoup de choses, et la dénomination ETF devient un énorme fourre-tout. Donc ça, en soi, en gros, on n'a pas réinventé l'eau chaude, en gros, on va retrouver tout ce qu'on a décrié pendant des années, vous allez le retrouver aujourd'hui sous dénomination ETF. Ok, mais si on va rentrer dans le détail de ce que je viens de vous dire, regardez ici la part, donc on est en milliards, la part d'ETF avec effet de levier et la part d'ETF avec effet de levier baissier, donc haussier, baissier. On voit bien, si vous voulez, que personne ne parie à la baisse.
Personne ne se couvre parce qu'il ne s'agit pas de parier à la baisse. Je vois souvent des gens disent regardez le nombre de vendeurs à découvert qu'il y a sur cette action ou regardez le nombre de gens qui sont en train de parier à la baisse. En fait, concrètement, si vous voulez, de la même manière qu'un marché haussier, pour continuer de monter, il a besoin d'avoir un sentiment baissier, parce qu'en gros, il y a des vendeurs, et petit à petit, ils sont convaincus, et donc ils doivent lâcher leur position vendeuse, et en les lâchant, ben, c'est des acheteurs, et donc ils participent à pousser la hausse plus haut. Donc vous avez besoin des vendeurs, on dit souvent on tape sur les vendeurs à découvert, on en a besoin. Les vendeurs à découvert sont des futurs acheteurs, parce que pour solder leur position, ils doivent la racheter, et donc c'est du flux acheteur. Donc il ne faut jamais taper sur les vendeurs à découvert, on en a besoin. Et on en a besoin pour la liquidité, de la même manière qu'on ne tape jamais sur les day traders. Les day traders, pour moi, c'est génial, parce que ça me permet d'avoir toujours de la contrepartie sur les actions. Donc c'est ça qui permet. S'il n'y avait que des mecs long terme, vous n'auriez jamais de contrepartie. Vous ne pourriez jamais vendre, acheter quand vous voulez. Il n'y aurait pas suffisamment de contrepartie. Qui plus est, dans un monde aujourd'hui où il y a de moins en moins de flottants à cause des buybacks, etc., on aurait un marché qui est atrophié. Déjà que je trouve que c'est ça le risque aujourd'hui, c'est un marché qui est de plus en plus concentré sur des actions qui sont de plus en plus atrophiées, où le flottant n'est pas si énorme que ça. Et donc là, ce que l'on voit, c'est les effets de levier. Les effets de levier, si vous voulez, ça n'a pas d'impact essentiellement sur le marché, puisque ça reste des produits qui sont dérivés. Mais à un moment donné, si les mecs se font dégoupler parce qu'il y a un signe noir qu'on n'avait pas prévu, potentiellement du plafond de la dette, mais comme je vous ai dit, le plafond de la dette, c'est un truc caché avec le trésor américain, il faut déboucler les positions. Et ce qu'on se rend compte, c'est que tout le monde est à poil. Personne n'a de protection, personne n'a de couverture. Donc à partir de ce moment-là, si vous voulez, s'il y a de l'effet de levier en plus, c'est ça qui peut vous rajouter de la volatilité. Donc ce sont ça les risques aujourd'hui. Maintenant, et le fait que c'est essentiellement du retail qui est en train de rentrer et de faire les fonds de poche. Et la vraie question que je me pose, pour moi, si vous voulez, c'est que tant que les gens rentrent sur les ETF, ça alimente le système. Mais à quel moment, si vous voulez, je commence à avoir les poches creuses et j'ai pas de nouveaux entrants, j'ai plus de nouveaux entrants, et donc j'ai cette fusée, ce moteur ETF, si vous voulez, qui est en moins. Alors j'ai d'autres fusées, j'ai les buybacks qui continuent à être énormes, évidemment, j'ai des fonds de gestion, etc., qui continuent d'avoir beaucoup de pognon aussi et d'être concentrés. J'ai ce côté carry trade où pour l'instant le dollar est très fort, mais là aussi, si jamais le dollar faiblit dans les mois à venir, à un moment donné, j'ai des flux qui vont devoir se rapatrier dans les autres pays parce que ça sera plus intéressant, si vous voulez, de avoir de moindres catalyseurs sur les US et en plus avoir la monnaie contre vous, vous rapatriez à la maison. Euh, donc voilà, on a ces éléments. Et il ne faut pas oublier les fusions-acquisitions. Les grosses boîtes sont quand même blindées de pognon, même si elles dépensent massivement sur l'IA. Il y a quand même beaucoup de pognon qui fait qu'aujourd'hui, elles peuvent continuer de racheter leurs concurrents. Donc je pense que voilà, faut intégrer un petit peu tout ça. Moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est que d'un point de vue cyclique, vous voyez, l'inflation est remontée de 0,1% hier, mais on va en reparler. Le Manuf est en train de remonter la pente. C'est ça qui me plaît, et c'est ce qu'on avait vu déjà il y a plusieurs semaines, plusieurs mois, où on voyait déjà les valeurs liées cycliques Manuf redresser la tête. Donc c'est intéressant parce que quelque part les services maintenant sont en train de baisser, mais le Manuf est en train de reprendre. Donc c'est la rotation que vous avez, c'est celle-ci qu'on est en train de jouer. Il y a des aspects aussi que je trouve intéressants. C'est regardez, donc au niveau des Magnifiques 7, on est sur un même niveau d'investissement que le gouvernement US. Et vous voyez bien que le gouvernement US a une explosion de ses dépenses, comme beaucoup de gouvernements, puisqu'on a fait le choix, de toute façon, de prendre de la dette et de dépenser. Et c'est ce qui permet aussi aux banques centrales de réduire leur bilan. À un moment donné, ça va s'inverser, puisque les dépenses des gouvernements vont baisser, si vous voulez, en tout cas d'une manière nominale avec l'inflation, et les quantitative easing vont reprendre. Mais regardez les Magnifiques 7. Il n'y a pas grand monde, si vous voulez, qui se dit, attendez, des Magnifiques 7 qui ont toujours été CAPEX light, qui n'ont jamais eu à gérer de gros investissements, du jour au lendemain maintenant, se mettent à devoir dépenser des dizaines de milliards, et tout le monde pense qu'ils ont les compétences et ils vont savoir les dépenser. Pour moi, les gens qui ont de la compétence, si vous voulez, et qui savent dépenser l'argent depuis des décennies, c'est les industriels. Parce que là, il y a des investissements énormes. Là, les investissements des Magnifiques 7 sont encore plus importants que tous ces industriels-là réunis pendant des décennies.
Et on sait très bien, quand on suit les industriels, que des fois, il y a des investissements, ben, ça ne fonctionne pas, c'est mal dépensé. Il y a, maintenant, on peut faire du backchiche à nouveau aux US, c'est ça qui va être intéressant. Euh, et globalement, si vous voulez, voilà, vous avez de l'argent, des fois, vous dépensez des milliards, mais c'est pas forcément des dépenses. Chaque dollar que vous allez dépenser n'a pas forcément un retour. Vous pouvez donc avoir des mauvaises dépenses, mal dépensées, de la même manière qu'un gouvernement, on peut critiquer aujourd'hui de la manière dont il dépense. Et on peut se dire qu'il dépense mal. Je pense que c'est une question aussi qu'il faudra se poser dans quelques années. Aujourd'hui, tout le monde part du principe, si vous voulez, que l'argent va être nécessairement bien dépensé et qu'il n'y aura pas de raté. C'est compliqué pour des entreprises, je pense, qui n'ont pas l'expérience et qui commencent à peine là-dessus. Donc ça aussi, c'est un point à prendre. C'est un point à prendre, c'est pas pour tout de suite, mais c'est des choses, si vous voulez, où vous devez le garder dans un coin de votre tête, parce que le jour où le marché s'en enquête, vous n'êtes pas surpris. Et on n'est pas dans... on est dans la capacité, voilà, de retourner sa veste assez rapidement. C'est ça pour moi qui est important. Sinon, si je regarde la santé économique, je vous l'avais déjà fait, mais le consommateur américain est toujours costaud. Alors, consommateur américain, c'est les plus riches, essentiellement les classes moyennes et classes plus riches, qui ont aujourd'hui des bilans qui sont très sains. Mais pourquoi? Parce que déjà, depuis des années, si vous voulez, vous avez une augmentation de l'immobilier, malgré quelques crises au milieu, et une augmentation des portefeuilles actions. On est sur les plus hauts. Donc il y a ce sentiment d'effet de richesse. Ce sentiment d'effet de richesse, il permet de continuer de consommer. Et donc, c'est ce qui amène toujours du pognon sur les ETF et compagnie, ce qui permet de toujours consommer, ce qui permet à Cartier de toujours sortir des bons chiffres. Mais à un moment donné ou à un autre, si vous voulez, ça veut dire que je n'ai pas besoin que ce soit l'économie qui vrille, mais si mon marché a peur pour des raisons techniques et pousse quelque part pour des raisons techniques de la volatilité qui fait peur à mes plus riches, etc., et qui n'ont plus ce sentiment d'effet de richesse, eh ben, ils vont moins consommer. Et en fait, c'est finalement la volatilité et la peur sur la bourse qui déclenchent le ralentissement économique plus rapidement. Ça aussi, c'est des phénomènes qu'il faut bien intégrer. Il faut bien intégrer également que quand on parle inflation, on vient de 40 années de désinflation. Si je vous zoome un petit peu le truc, si on vient de 40 années de désinflation, c'est essentiellement grâce au prix de l'énergie, aux matières premières abondantes qui font que on a toujours su conserver des prix qui sont quand même relativement bas. Si vous faites des vraies comparaisons par rapport à l'inflation, du prix du pétrole dans les années 70 à aujourd'hui, ou des évolutions que vous avez, quand vous aviez de véritables chocs à l'époque. C'est plus des variations comme on peut en connaître aujourd'hui. Mais il faut relativiser les choses, il faut toujours comparer par rapport à l'inflation. Regardez, en Chine, aujourd'hui, on a plus de 30 000 personnes qui ont plus de 65 ans chaque jour. Chaque jour. Et il faut se dire qu'en fait, ces 20 dernières années, essentiellement, la Chine, grâce à sa main-d'œuvre peu chère, qui ne l'est plus, a pu justement aider le monde à faire de la désinflation. À un moment donné, ces trucs-là se retournent. Ces trucs-là se retournent parce qu'on a des populations qui sont vieillissantes. Alors la robotique, l'automatisation, l'IA, toutes ces choses-là peuvent et vont compenser complètement, pas complètement. C'est ça les vraies questions à se poser, c'est qu'à un moment donné, si vous voulez, c'est pas parce qu'on a vécu 40 années de désinflation qu'on va vivre les 40 prochaines années de désinflation encore. Non, on va peut-être commencer à avoir des périodes plus stagnantes ou des périodes plus d'inflation linéaire. Euh, les ressources ne sont pas également, euh, les ressources ne sont pas éternelles, et le pétrole, c'est bien de faire du drill baby drill, mais à un moment donné aussi, on sait très bien qu'on est limité dans le temps. Donc tout ça, voilà, c'est des choses aussi pour essayer de se projeter et de se dire, ok, je peux avoir des cycles et des phénomènes qui continuent à fonctionner comme ils fonctionnaient dans le passé, ou je peux être en train, évidemment, de potentiellement retourner la table. Vous me dites ce que vous en pensez. Là où je peux également retourner la table, et les questions qu'on se pose, c'est sur les marchés immobiliers. On voit que vous avez énormément de marchés immobiliers qui sont très endettés, et en fait, et qui sont sur des taux variables. En France, si vous voulez, on n'a pas trop l'impression parce qu'on est sur du taux fixe, mais on ne comprend pas, si vous voulez. Mais aux US, ils sont de plus en plus à taux fixe. Mais vous voyez, en gros, vous avez des marchés qui peuvent être considérés comme chers, mais qui ont finalement un socle fondamental qui fait que même si ça baisse, ce pas des baisses très importantes qui peuvent réellement être absorbées par le marché,
parce qu'on est relativement stable au niveau des revenus. On n'a pas un gap entre revenus et prix de l'immobilier qui est si énorme que ça. On a des taux qui sont fixes, on a la majorité des gens qui ont déjà payé. Bref, vous pouvez avoir des baisses de prix, oui, surtout en fonction des localisations, mais crack, c'est compliqué. Par contre, vous avez d'autres pays qui sont véritablement dans des bulles et où la moindre variation de taux, c'est des taux variables, peut faire éventuellement baisser drastiquement ces marchés-là. Ça, ouais, c'est important de le savoir, si vous voulez, et de bien l'intégrer. Dans l'inflation, les marchés ont eu peur hier lorsque la stat d'inflation est sortie un petit peu au-dessus des attentes aux US. Alors, essentiellement parce que les prix de l'énergie et des matériaux sont remontés. Très bien. Mais la seule question à se poser, c'est est-ce que c'est durable? La hausse des prix des matières premières, probablement. On peut penser à une stratégie, une pensée un petit peu long terme, linéaire. Très bien. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est comment sont calculés un petit peu tous ces trucs. Et vous avez plus de 30% aujourd'hui du CPI américain qui est calculé sur les loyers. Or, ces loyers, vous le voyez, ils laguent énormément, mais ils sont en train de baisser drastiquement dans un certain nombre de grandes villes. On voit aux US, vous êtes sur du 0,5 d'une manière globale sur le mois de décembre. Donc ça va arriver. Ça va arriver au fur et à mesure et c'est un phénomène qui va continuer à pousser. Et ce que l'on voit, c'est que vous pouvez même avoir une hausse des prix des matières premières qui continue, mais si ces loyers-là commencent à plus fortement chuter, comme ils pèsent de 30% de l'indice CPI, en fait, vous allez avoir une désinflation qui va continuer. Et donc le discours qui sera toujours de dire on va baisser les taux probablement de 2 fois ou 3 fois sur l'année 2025. Mais d'un autre côté, si vous voulez, vous avez Trump qui veut continuer à mettre des tarifs douaniers partout pour avoir des deals, probablement pas pour le long terme, mais quelque part, si vous voulez, si on continue de baisser les taux, ben on continue de pousser un petit peu une résilience de cette inflation. C'est pour ça que voilà, je vous ai parlé de rotation et je vous ai parlé, il y a un certain nombre de valeurs qui seront plus résilientes dans cet environnement-là que d'autres. Mais il ne faut pas tuer le marché trop rapidement, je pense, puisque ce qui va faire la différence pour donner un catalyseur éventuellement au marché américain ou pas, ben c'est ça, c'est les semi-conducteurs. Ici, vous avez l'indice des semi-conducteurs américains, et l'idée est toujours la même. Si vous voyez, ça ne fait rien depuis des mois. Donc on voit bien cet aspect de rotation, si vous voulez, de surperformance. Alors vous avez quelques acteurs de l'IA et des semi-conducteurs qui continuent de performer, mais l'ensemble du marché, si vous voulez, est dans une espèce de léthargie. Donc c'est là où ça se joue. Soit on arrive à avoir un retour, alors peut-être à la faveur des résultats de Nvidia ou pas, qui peut rebooster justement le fait que d'un point de vue ETF, d'un point de vue retail, on continue et on revient sur les semi-conducteurs et on joue ça. Et vous avez donc ce boost supplémentaire qu'il peut y avoir sur les indices, qui peut donner, je pense, une dernière jambe de hausse. Soit on n'y arrive pas et on continue de stagner si vous voulez, et vous avez un marché qui perd de plus en plus de force. On appelle ça, si vous voulez, le bref, donc le souffle du marché, c'est-à-dire il y a de moins en moins d'acteurs qui participent à la hausse. Et donc on a tendance à voir que toutes les baisses sont achetées, mais petit à petit avec moins de vigueur. C'est ce qu'on appelle l'usure des acheteurs. Donc c'est ça que je veux voir ces prochaines semaines, voir les résultats de Nvidia. Est-ce que ça ramène du monde encore pour se dire, OK, on peut utiliser le catalyseur des semi-conducteurs pour remettre un coup de jambe haussière? Ou est-ce qu'on commence à avoir épuisé un petit peu le schmilblick et petit à petit, ces acheteurs vont commencer à s'épuiser? Et là, on rentre derrière dans les risques éventuels de volatilité. Quand on parle tarif de Trump, il ne faut pas oublier quand même qu'aujourd'hui, les grosses sociétés américaines, et même les petites, font un tiers, voire la moitié de leur chiffre d'affaires en dehors des US. Donc, il ne faut pas non plus négliger que les tarifs douaniers de Trump, c'est un dollar fort qui n'arrange pas nécessairement les entreprises exportatrices US. Et se mettre à dos les Européens notamment ou d'autres nations, ça n'arrange pas non plus les grosses sociétés US. Or, ces grosses sociétés US, aujourd'hui, génèrent la moitié de tous les profits de toutes les sociétés US. Donc vous avez 10 valeurs qui génèrent plus de la moitié de tous les profits qui sont générés par toutes les entreprises américaines. C'est juste comprendre, si vous voulez, que la concentration du machin. Et ce n'est pas des entreprises qui représentent la majeure partie du bassin d'emploi. C'est ça qu'on doit bien comprendre aussi. C'est que pour un politique, c'est le bassin d'emploi qui est le plus important, essentiellement. Alors, il y a pour moi un phénomène qui sera très important ces prochaines années.
c'est l'héritage. Alors, évidemment, le gouvernement se parfumera une bonne partie de cet héritage, mais on se retrouve aujourd'hui avec des personnes en fin de vie qui ont probablement, je dirais, dans les 5 à 10 années à venir, vont devoir léguer la plus grosse richesse de l'histoire. Et ils vont la léguer à qui? À leurs enfants, qui sont, on va dire, les générations X, qui ont déjà fait leur vie, qui n'ont pas nécessairement besoin aujourd'hui, et qui profitent également du marché immobilier et du marché boursier. Donc, ils vont le faire ruisseler éventuellement sur les millennials, donc notre génération, ou éventuellement la génération d'en bas aussi. Et donc, du coup, c'est intéressant de voir, si vous voulez, dans cette statistique-là, qu'ils ont posé la question, en gros, est-ce que je veux la prochaine génération qu'utilise mon argent? Est-ce que je veux que cette génération-là utilise mon argent? Les boomers, si vous voulez, ils sont qu'à 21%. Il faut partir du principe que aujourd'hui, la majorité des boomers, si vous voulez, non, il n'y a pas d'héritage. Pour la majorité des gens, il n'y aura pas d'héritage. Ce n'est qu'une infime partie, c'est 10% de la population, si vous voulez, qui va léguer 99% d'un héritage colossal. On parle de plus de 100 trillions de dollars. Mais sinon, voilà, donc ça va ruisseler, c'est ça qui est important. Mais surtout, ouais, je planifie de distribuer pendant la durée de ma vie, parce qu'il faut bien se dire que les boomers, si vous voulez qu'on réponde à cette question, l'essentiel d'entre eux ont déjà légué une grosse partie. C'est d'ailleurs très souvent plus intéressant d'un point de vue impôt et transmission de léguer au fur et à mesure de sa vie que à sa mort ou à la fin de sa vie. En France, c'est également le cas. Il faut penser à la transmission avant les dernières années de sa vie ou après la mort. C'est trop tard, on se fait sucrer une bonne partie. Donc, le truc ici, c'est que, en gros, je veux profiter de mon argent pour moi, tant que je suis en vie. On a les boomers à 45%. Alors, c'est intéressant, si vous voulez, parce que je pars du principe, en fait, que les boomers répondent de cette manière-là, parce que, essentiellement, leurs enfants sont à l'abri, ou ils ont déjà transmis ce qu'ils avaient à transmettre, et donc, quelque part, ils veulent profiter de ce qu'ils ont et c'est déjà en place. Donc, ils peuvent répondre à la question de cette manière-là. Il faut toujours faire attention au sondage, à la manière dont la question est posée et qui c'est qui répond réellement. Mais pour moi, au-delà de ce sondage-là, si vous voulez, ce qui est vraiment important, c'est de bien comprendre que les mentalités ont changé entre des investisseurs qui sont pro-immobilier et plus les générations sont jeunes et plus elles deviennent axées sur la bourse. Et ces générations-là vont recevoir un pactole et éventuellement donc continuer d'investir sur la bourse. C'est une question de flux, c'est toujours les questions de où va le pognon, où est le pognon, où peut aller le pognon, où va le pognon. C'est ça que je me pose le plus la question. Ici, vous avez un autre sondage qui est plus ciblé sur la France, où on voit bien quand on pose des questions sur la retraite, on voit bien, si vous voulez, que de plus en plus, une majorité de gens comprennent bien qu'on ne peut pas solutionner la problématique des retraites en augmentant les cotisations, en augmentant la durée des cotisations ou le départ à la retraite ou en diminuant le montant des retraites in fine. Ça, ce n'est pas des solutions. On voit, c'est de plus en plus rouge ici. Par contre, on voit de plus en plus de verts, de plus en plus de personnes se disent qu'il faut développer les fonds de pension. Donc, il faut développer la bourse. Donc, c'est ça aussi que l'on voit, je pense. Il faut bien intégrer qu'à un moment donné, le marché boursier, ce sont des entreprises, ce sont des fondamentaux, mais ce sont aussi des flux. S'il y a de plus en plus de demandes sur une offre avec les buybacks, moins de flottants, les ETF, les long-termistes, etc., qui est de plus en plus réduite, en fait, le marché, si vous voulez, peut continuer de monter, peut continuer de se valoriser, peut continuer d'être plus cher que cher, euh, parce qu'il y a tout simplement du pognon qui cherche à se placer et qui doit se placer. Donc c'est ça aussi de bien comprendre un petit peu les cheminements de pensée du marché qui peut toujours aller plus haut que ce que l'on croit, qui peut être toujours plus cher que ce que l'on croit, parce qu'à un moment donné, il y a de l'argent qui rentre. Et donc aujourd'hui, comme la majorité de cet argent qui rentre, il rentre via des ETF qui sont en mode bête et méchant, concentration, stratégie de momentum, je concentre ce qui marche le plus, et ben on peut continuer d'avoir ces concentrations. À un moment donné ou à un autre, la musique s'arrêtera. La musique s'arrête quand il n'y a plus d'argent, suffisamment d'argent qui arrive à rentrer dans le système. Et donc là, ça s'arrête. Et éventuellement, vous avez le cercle vicieux qui peut inverser la donne. C'est quand il va y avoir des retraits d'argent. Et là, en gros, c'est juste s'attendre à des marchés qui deviennent de plus en plus volatiles. Donc on peut le faire de différentes manières, évidemment. On peut décider d'être contrarien et on peut décider de diversifier une partie des portefeuilles
sur des sociétés qui ne profitent pas nécessairement pleinement des ETF, mais qui pourront en profiter. Parce que les ETF, ils sont bêtes et méchants, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tout ce qu'on a concentré ces dernières années, les valeurs de croissance, ne fonctionneront plus parce qu'éventuellement, nous ne sommes plus dans une stratégie de désinflation comme on a pu l'être dans les 40 dernières années, et que le marché fait consensus autour d'une inflation qui ne remonte pas en mode hyperinflation, mais reste, on va dire, stable, que l'on gère les endettements des États et les investissements nécessaires de l'État par en acceptant qu'il y ait une inflation à 2, 3, 4%, et donc qu'on se remet à valoriser plus des actifs tangibles, plus des stocks, plus des bâtiments et des usines qui sont déjà là que les investissements futurs. Pour la simple et bonne raison, si vous voulez, que ça coûtera de plus en plus cher de remplacer les choses. Donc on paiera plus les mecs qui ont déjà les choses en place que les mecs qui doivent investir pour les obtenir, parce que ben, ça coûtera de plus en plus cher. Alors évidemment, ça doit faire encore consensus, et je pense que si vous voulez, ça mettra encore des années à faire des va-et-vient, ce genre de choses-là. Mais derrière, c'est là où il faut regarder les politiques, parce que les politiques peuvent servir de catalyseur. On voit que Trump, on a eu en Argentine Milei, maintenant on a Trump. L'année prochaine, vous allez avoir énormément d'élections en Amérique latine. Ça peut pousser, l'exemple de Milei peut pousser vers la droite. En Europe même, je veux dire, on peut pousser de plus en plus vers des gouvernements où on a des gouvernants qui cherchent en fait à pousser la croissance. Et à pousser la croissance par de l'investissement, certes éventuellement en aiguillant mieux les dépenses, mais toujours en dépensant beaucoup et en se faisant aider des banques centrales. Et on revient dans un monde, je ferai une vidéo dédiée peut-être, mais on revient dans un monde, si vous voulez, où c'est comme si on était au sortir de la Seconde Guerre mondiale, avec des politiques d'investissement, on est très endetté, mais il faut qu'on continue d'investir. On a la géopolitique, on a tout un tas d'investissements stratégiques à faire, d'infrastructures énergétiques, parce que c'est la même chose. Beaucoup de personnes, beaucoup de business vont aller investir aux US, mais il va falloir investir dans les infrastructures aux US, parce que vous ne pouvez pas accueillir tout le monde. Vous avez besoin des infrastructures énergétiques à un moment donné pour faire en sorte que votre énergie reste pas chère. Sinon, si vous n'avez pas ça, votre énergie commence à monter parce qu'il y a une plus forte demande et vous n'avez pas suffisamment d'offres. Et donc vous avez accueilli toutes les entreprises, mais vous n'êtes pas capable de leur proposer, même avec des taxes réduites, ce qui est important, c'est le prix de l'énergie. Et donc à ce moment-là, vous cassez en fait, si vous voulez, votre incentive qui était des taxes basses ou des taxes à l'import-export. Vous cassez ça parce que vos prix d'énergie ne sont plus compétitifs. Donc c'est ça aussi qu'il faut bien intégrer. Au bout d'un moment, si vous voulez, ce que fait Trump, ça peut être bien vu d'une certaine manière, mais il faut que les infrastructures énergétiques suivent. Et donc on peut dire pétrole, mais pour moi, l'énergie renouvelable, même si on casse quelques subventions, etc., elle est toujours dans le mix énergétique. Et donc je pense qu'on aurait tort de sacrifier, de ne plus regarder en tant qu'investisseur cette énergie renouvelable. Et au contraire, c'est au moment même où on pense qu'on est en train de la tuer, c'est au moment même où il faut peut-être la regarder parce qu'elle est en bas de cycle. Donc c'est ça que je regarde un petit peu. Quand je vais regarder le 10 ans américain, on voit qu'on joue un petit peu à se faire peur sur l'inflation, mais en fait on est toujours dans ce zigzag. Donc tant qu'on est là-dedans, en fait on n'est pas décidé. Tant qu'on est là-dedans, ça impacte pas trop le marché. Ce qui m'importe, c'est est-ce qu'on casse ici par le haut, et donc là on jouera la baisse des taux, on jouera la désinflation, jusqu'au moment où on dit aïe aïe aïe, ralentissement économique. Si on revient dans cette zone-là, on joue pleinement l'inflation. Donc l'inflation de par les matières premières, etc. Là, je partirai du principe que c'est typiquement ces valeurs-là qui vont permettre de résister. Et il faudra faire très attention aux valeurs de croissance et toutes les stratégies momentum qui ont été concentrées pendant des années. Mais pour l'instant, on est au milieu du gué. Et quelque part, c'est le meilleur pour le marché. C'est le meilleur des mondes pour le marché. Quand je vais regarder le pétrole, il est difficile aujourd'hui de parler de hausse ou de baisse. On est coincé au milieu de la figure. Donc je suis toujours en attente. Donc si je commence à casser par le bas, on va se dire c'est bien pour la désinflation, mais au bout d'un moment, le pétrole qui baisse trop, c'est aussi se poser la question sur la demande. Et donc se poser la question sur le ralentissement économique. Donc ça, on y aura droit. Dans les prochains mois, c'est sûr et certain qu'on le remettra sur la table. Mais à ce stade-là, voilà, tant que vous êtes au milieu du gué, c'est bien aussi pour le marché parce qu'on est mi-figue, mi-raisin. Donc il n'y a pas de décision qui est prise. L'or, évidemment, je ne vous refais pas le dessin, mais tout le monde est en train de payer l'or. On va avoir énormément de résultats de minières aurifères cette semaine et la semaine prochaine à arbitrer. Et il y a de tout. Il y a des aurifères qui sont sur les plus hauts, il y a des aurifères qui sont très retardataires et qui sont décevantes, en règle générale les plus grosses. Donc là aussi, il y aura un tri à faire. Au-delà du fait que l'or est au plus haut,
pour les minières, ce n'est pas forcément le cas. Par contre, pour moi, là où il y a peut-être encore un coup à jouer, c'est plus sur les minières argent. Pareil, il y a un petit peu de tout. Il y a des minières argent comme Pan America qui sont sur les plus hauts, des minières argent comme First Majestic qui sont plutôt sur les plus bas. Donc il y a un petit peu de tout. C'est comme sur le cuivre, hein. Orubis fonctionne bien, il y a d'autres minières cuivre qui fonctionnent moins bien. Donc pour moi, pour qu'un marché, si vous voulez, soit vraiment dans un consensus, il faut que même les mauvais élèves fonctionnent. Donc il faut qu'à un moment donné, le marché aille récupérer mes retardataires. Donc si on croit on va continuer de pousser sur les matières premières, on va chercher les retardataires, globalement. Et aller chercher les retardataires permettra d'avoir un vrai consensus autour du marché. Donc c'est ça que je regarde. Mais ensuite, quand je vais regarder le Nasdaq, comme je vous dis, ben, ça manque de jus. Ça manque de jus, on est toujours haussier, on est toujours bien congestionné, on n'est pas loin de péter ici par le haut pour éventuellement délivrer 1000 points de plus. Mais ça veut dire, comme je vous l'ai montré plus tôt, il faut que les semi-conducteurs y aillent. Et pour que les semi-conducteurs y aillent, ça veut dire qu'NVIDIA doit sortir des trucs et doit rassurer sur DeepSeek et compagnie, etc. Même si je trouve que voilà, les peurs étaient prétexte à correction. Mais voilà, c'est ça qui manque éventuellement pour avoir une nouvelle jambe haussière du Nasdaq qui peut aller chercher 1000 points de plus. Et quand on va regarder le CAC 40, ben, le CAC 40 a fait son rattrapage. On le voit, toute l'Europe déjà est sur les plus hauts. Il manquait plus que le CAC 40. Et le CAC 40, en un mois et demi, a fait son rattrapage. Et là, on est en train, pas loin, d'aller chercher la zone des 8002, qui poussera peut-être à souffler. Donc on peut utiliser tout ce qu'on s'est dit là au début de vidéo. Ça peut à un moment donné servir de prétexte pour souffler, pour corriger un petit peu. Mais remettre en cause les tendances haussières, non, on ne peut pas le dire. Dès que ça va baisser un petit peu, tout le monde va avoir peur et se dire « Oh mon Dieu, ça y est, c'est fini, ça va repartir à la baisse ». Non, à un moment donné, il faudra consolider, ça pourrait être volatile, oui, mais tant qu'on ne recassera pas un certain nombre de niveaux médians, on ne pourra pas dire qu'on inverse la vapeur. Aujourd'hui, le marché, il est haussier point bas, et il restera haussier sur le CAC 40 tant qu'on tiendra les 7006, 7007. Point barre. Est-ce qu'on va revenir sur les 7006, 7007 maintenant, sous peu ou plus tard, je n'en sais rien. C'est ça qu'il faudra analyser au fur et à mesure. Mais voilà un petit peu où on en est. Donc on peut utiliser un certain nombre de prétextes. Ce que je regarde, pour moi, le véritable danger, c'est qu'éventuellement, toutes ces dernières années également, on a concentré les investissements dans les US, même pour les étrangers, donc qui n'ont pas une force en dollars, ou qui ne sont pas hedgés. Donc à un moment donné, il faut regarder l'euro-dollar. On voit qu'on a une congestion. C'est toujours une tendance qui est baissière. Donc de deux choses l'une, soit on casse la congestion par le haut, et auquel cas ça ramène du flux en dehors un petit peu des US, mais bon, c'est toujours pas une tendance haussière sur l'euro, hein, donc c'est pas non plus, c'est juste vrai, ça serait juste du rebond technique un petit peu plus fort, mais ça permettrait en gros un élan supplémentaire sur l'Europe, ou on va continuer avec le dollar fort, ce qui est pas bon pour moi, pour éventuellement des crises monétaires en Asie, qui sont très endettés en dollars. Ça pourrait être des risques qui sortent si le dollar commence à être trop fort et continue à être trop fort. Ça serait bon pour encore faire plus de concentration de valeurs US et compagnie, mais en fait, on concentrerait le truc. Et après, voilà, où est le bout? C'est à un moment donné, ça peut tendre, si vous voulez, vers l'infini. Mais à un moment donné ou à un autre, plus vous tendez vers cet infini et que vous concentrez et que les US rassemblent tout et que vous avez 10 valeurs qui rassemblent tout, et plus, à un moment donné ou à un autre, si vous voulez, ben, vous fragilisez le truc. Donc là, pour moi, c'est ça que je regarde. C'est ça que je regarde, c'est-à-dire que on voit aujourd'hui, il y a suffisamment de pognon sur les marchés pour jouer tout. Et donc l'euro-dollar, les taux dans les mois à venir permettront en fait, à un moment donné, que le pognon choisisse un petit peu plus. Aujourd'hui, on a diversifié, mais on n'a pas réellement choisi. On est un petit peu sur les deux. Est-ce qu'on va revenir sur les semi-conducteurs ou est-ce qu'on va continuer petit à petit d'alourdir le consensus sur les values, les cycliques values. Donc c'est ça les vraies questions sur les prochaines semaines, les prochains mois. Et nul doute qu'on sera pondéré par différents trucs. Et j'essaye dans ces vidéos voilà, de vous préparer. Peut-être que c'est ça qui arrivera. Peut-être que ça sera un signe noir que personne n'a vu venir. Voilà, ça c'est toujours les mêmes questions. Mais en règle générale, si je vous en parle, c'est que ce n'est pas des signes noirs. C'est que c'est quand même connu. Et donc, si ça se réalise, c'est des prétextes pour corriger, mais ce n'est pas des trucs qui peuvent casser le marché en deux. Voilà, donc, et par définition, un signe noir, c'est pas prévisible. Donc il faut patienter. Voilà, en gros, ce que je voulais vous dire pendant cette vidéo, un petit peu plus longue que d'habitude, mais toujours voilà, avec des charts pour essayer de réfléchir à ce qui est en train de se passer maintenant et vous donner quelques indicateurs pour dire, ok,
ce qui est en train de se passer là, c'est peut-être qu'une sous-vague, comme j'aime à le dire, mais une sous-vague qui prépare peut-être la plus grosse vague. Et il faut penser, dans les prochaines années, se poser les questions, où peut être l'inflation, où peuvent être les taux, où sont les stratégies des différents gouvernements avec les différentes élections qu'on aura, où est la géopolitique dans tout ça. Est-ce que plus de guerre, tout ça, ça veut dire qu'il faut dédoubler les capacités de production. Et ça, c'est plus de coûts, donc c'est de l'inflation. Donc vous avez beaucoup de choses. Ou est-ce que l'IA nous sauve et on continue d'avoir des inflations et on fait que du tourisme? Voilà, on est en plein là-dedans et ça m'intéresserait vraiment de savoir ce que vous en pensez pour faire une espèce de mini sondage comme ça auprès de la communauté pour savoir, vous, qu'est-ce que vous pensez dans les 10 prochaines années? Qu'est-ce qu'on va avoir de par tout ce qui est démographie? Bref, toutes les choses qui sont en place depuis maintenant des années, qui arrivent un petit peu au bout. Est-ce que dans les 10 prochaines années, voilà, ça permet d'inverser la vapeur ou non? Structurellement, on reste dans des mondes qui sont à croissance molle et inflation molle, ou est-ce qu'on change la donne? Et on a des gouvernements qui cherchent à investir pour avoir des croissances plus fortes, quitte à créer de l'inflation et à accepter donc d'avoir une inflation plus forte, à 2, 3, 4%. Voilà, ça, dites-moi ce que vous en pensez un petit peu, voir s'il y a des éléments dont je n'ai pas parlé que vous pouvez rajouter dans les commentaires. Ça m'intéresse et je vous remercie par avance. Je vous souhaite un excellent week-end par avance, de 3 jours éventuellement. On se reverra pour la deuxième partie de la vidéo, la partie action. Je vous attends du côté des commentaires. N'oubliez pas de partager la vidéo sur vos réseaux si vous trouvez qu'elle peut intéresser votre communauté également. Je vous remercie et à la prochaine vidéo. Salut les graphes.